Avril 1944, prison de Montluc, Lyon, cellule d'interrogatoire au sous-sol. Un officier de la Gestapo se penche vers un agent français capturé, menotté à sa chaise, exigeant les noms de ses camarades résistants. Il ne voit jamais la lame. Un instant, il hurle des menaces. L'instant suivant, il s'effondre sur le sol de pierre froide. Et l'agent français a 15 secondes avant que les gardes SS ne fracassent la porte. L'arme ressemblait à rien du tout, parce qu'elle était invisible. Pas de crosse, pas de garde, pas de fourreau. Plus fine qu'une pièce de monnaie, plus courte qu'un stylo, cousue dans le col d'une chemise. Le couteau le plus minuscule jamais fabriqué pour tuer. C'était aussi l'arme la plus personnelle, la plus intime et la plus terrifiante jamais conçue pour un agent secret. Le couteau de colle, SOE, n'était jamais destiné au combat. Il était conçu pour l'évasion, pour la vengeance ultime, pour donner aux agents français capturés une dernière chance de mourir en tuant leurs tortionnaires nazis. Et il l'a fait avec seulement 6,3 cm d'acier chirurgical. Les ingénieurs britanniques du SOE l'appelaient le lapel dagger, le couteau de colle. Les agents français de la section F le surnommaient l'aiguille de la mort. Les officiers de la Gestapo qui en ont fait l'expérience, ceux qui ont survécu assez longtemps pour comprendre ce qui s'était passé, l'ont catalogué dans leur rapport de sécurité avec une note spéciale. Arme d'évasion cachée, extrêmement dangereuse. Fouille approfondie des vêtements obligatoire. Longueur 6,3 cm. Largeur 8 mm. Épaisseur 2 mm. Poids 12 grammes. Plus petit qu'une clé de porte. Plus léger qu'une montre de poche. Invisible lors de toute fouille normale. Mais affûté sur 3 faces comme un scalpel chirurgical. Capable de glisser entre les côtes. De trancher une artère carotide. De pénétrer à la base du crâne avec la pression d'une main désespérée. La contradiction centrale, une arme si minuscule qu'elle disparaissait complètement, mais si mortelle qu'elle donnait aux agents condamnés le pouvoir de tuer leurs tortionnaires nazis dans les derniers instants de leur vie. Pour comprendre pourquoi la résistance française et les agents du SOE en France avaient besoin de cette arme, il faut comprendre la machine de terreur nazie qui occupait le pays. La Gestapo en France ne dépendait pas seulement de la violence. Elle dépendait du renseignement. Extraire les noms, les codes, les emplacements des réseaux clandestins lors d'interrogatoires brutaux. Chaque agent capturé représentait potentiellement la destruction de dizaines de camarades résistants. Le système nazi fonctionnait sur un principe simple. Isoler l'agent, briser sa volonté par la torture, extraire tout ce qu'il sait avant qu'il ne meure ou ne perde la raison. Dans les prisons comme Montluc à Lyon, Fresnes près de Paris, ou les centres d'interrogatoire de l'avenue Foch, ce processus se déroulait quotidiennement. Les nazis avaient perfectionné un protocole. Fouille corporelle complète, confiscation de tout objet, puis interrogatoire progressif, de la privation de sommeil à la torture physique extrême. Ils croyaient qu'un agent désarmé et enchaîné était complètement impuissant. Cette croyance était leur vulnérabilité, et l'aiguille de la mort était conçue pour l'exploiter. Les agents de la section F du SOE opérant en France occupée faisaient face à une réalité statistique brutale. Environ 25% d'entre eux seraient capturés. Et une fois aux mains de la Gestapo, ils devenaient des bombes à retardement vivantes. Chaque heure qu'ils survivaient sous la torture augmentait le risque qu'ils révèlent des informations qui anéantiraient leur réseau. Churchill avait ordonné de mettre l'Europe à feu et à sang. Mais comment les agents français pouvaient-ils obéir à cet ordre quand la capture signifiait devenir un traître involontaire sous la torture? Ils avaient besoin d'un dernier recours, quelque chose qui leur permettrait de choisir comment et quand mourir. Les solutions existantes étaient toutes inadéquates pour le contexte français. Les pilules de cyanure étaient confisquées lors des fouilles minutieuses de la Gestapo. Les interrogateurs vérifiaient systématiquement les dents creuses, les capsules cousues dans les vêtements, les flacons cachés. À l'avenue Foch, le premier acte après arrestation était une fouille corporelle complète, vêtements déchirés, cavités inspectées. Les armes conventionnelles dissimulées, stylo-pistolet, montre-bombe, étaient trop volumineuses pour survivre à une fouille approfondie. La Gestapo avait des protocoles spécifiques après l'affaire du stylet de cravate découvert sur un agent britannique en 1942. Les lames de rasoir traditionnelles cachées dans les semelles ou les ceintures étaient également devenues des points de contrôle standards.
Les gardes SS vérifiaient les chaussures, les ceintures, les boutons. Me suicide par refus de manger ou automutilation prenait trop de temps, et pendant ce temps, l'agent restait vulnérable aux drogues, à la privation de sommeil, aux tortures qui brisent la volonté. La résistance avait besoin de quelque chose qui n'avait jamais existé. Une arme si petite qu'elle échapperait même à une fouille complète de la Gestapo, invisible aux mains qui déchirent les vêtements, indétectable aux yeux qui scrutent chaque couture. Une arme si accessible qu'un agent menotté, les bras attachés dans le dos, les jambes enchaînées à une chaise, pourrait encore l'atteindre et l'utiliser dans un moment de proximité désespéré. Une arme si mortelle que même avec seulement quelques centimètres d'acier et quelques secondes d'opportunité, elle garantirait la mort de l'interrogateur et offrirait à l'agent soit l'évasion, soit au moins la dignité de mourir en combattant. La spécification semblait impossible. Les exigences étaient claires, mais contradictoires. Une lame de moins de 7 cm de longueur pour être dissimulable dans les coutures de vêtements. Une épaisseur totale de moins de 3 mm pour rester indétectable au toucher. Un poids inférieur à 15 grammes pour éviter tout affaissement ou renflement visible. L'arme devait être accessible, même avec les mains entravées. Létale en un seul coup. Résistante à la corrosion car elle pourrait être portée pendant des mois. Assez simple pour qu'un agent non assassin puisse l'utiliser efficacement. Chaque exigence seule était difficile. Ensemble, elle semblait impossible. L'arme a été conçue par les ingénieurs de la Station 9, l'installation secrète du SOE à Welwyn, Angleterre, mais développée spécifiquement en consultation avec des agents français vétérans qui avaient survécu à la capture et à l'évasion. Le designer principal était Charles Clark, un ingénieur britannique spécialisé en dispositifs de camouflage. Mais l'intelligence opérationnelle provenait de Commandant Michel, nom de code d'un officier français des services de renseignement qui avait été capturé par la Gestapo à Paris en 1942, interrogé pendant 3 jours à l'avenue Foch et s'était évadé en tuant un garde avec un fragment de verre brisé. Michel a expliqué aux ingénieurs britanniques la séquence exacte d'une capture par la Gestapo. Arrestation violente, bras tordus, menottes serrées. Transport, souvent dans le coffre d'une voiture. Arrivée au centre d'interrogatoire. Fouille corporelle complète. Vêtements déchirés mais pas toujours entièrement retirés. Premier interrogatoire. Agent attaché à une chaise. Interrogateur se tenant debout puis se penchant pour intimider. C'est Michel qui a identifié le col de chemise comme l'emplacement idéal. Jamais complètement fouillé, toujours accessible, même avec les mains menottées devant le corps, et permettant l'accès lors du moment critique où l'interrogateur se penche pour frapper ou menacer. Ils ont abordé le problème non pas comme des armuriers, mais comme des ingénieurs en textile et anatomistes, étudiant exactement où et comment un agent désespéré pourrait frapper pour garantir la mort en secondes. L'arme posait un défi fondamental de conception qui semblait violer les lois de la physique et de l'ingénierie. Créer une lame assez fine pour être complètement invisible dans une couture de vêtements, assez accessible pour être saisie avec des mains menottées, et assez mortelle pour garantir un meurtre silencieux en un seul coup. Même maniée par un agent épuisé, torturé, affaibli. La solution nécessitait 3 innovations révolutionnaires qui redéfinissaient ce qu'une arme pouvait être. Le problème, une lame traditionnelle de 6 cm aurait une épaisseur d'au moins 4 à 5 mm pour maintenir la rigidité structurelle. Mais une telle épaisseur créerait un renflement visible dans le col d'une chemise, trahissant l'arme lors d'une fouille tactile. La solution, les ingénieurs de Station 9 ont utilisé de l'acier chirurgical à haute teneur en carbone, le même matériau que les scalpels médicaux, pour créer une lame d'exactement 2 mm d'épaisseur. Pour comparer, c'est l'épaisseur de 2 feuilles de papier cartonné superposées. Mais le véritable génie était dans la géométrie de la section transversale. Plutôt qu'une lame plate traditionnelle, ils ont créé une section en double biseau, essentiellement 2 pentes raides se rejoignant en un point central microscopique. Cela crée ce que les ingénieurs appelaient un effet de rail de guidage. La lame ne pouvait pas se plier latéralement car toute force latérale était convertie en force de pénétration dirigée vers l'avant. Le résultat,
Une lame qui faisait 8 mm de large à sa base, mais seulement 2 mm d'épaisseur maximale, avec une rigidité équivalente à une lame 3 fois plus épaisse. Totalement invisible lorsqu'elle était cousue dans la doublure d'un col de chemise, elle ressemblait exactement à la baleine rigide utilisée dans les cols de chemise formels de l'époque. Aussi fine que la lame d'un rasoir Gillette, mais avec la rigidité structurelle d'un tournevis d'horloger suisse. Un agent français en formation à Beaulieu a porté une chemise équipée du couteau de colle pendant 72 heures, dormant avec, se lavant avec. 4 instructeurs SOE ont effectué des fouilles de sécurité sans jamais détecter l'arme, jusqu'à ce que l'agent la leur montre explicitement. Le deuxième problème, même si la lame était invisible, comment un agent menotté, peut-être les mains attachées dans le dos ou menotté devant avec seulement quelques centimètres de mouvement, pourrait-il extraire l'arme de son col et la saisir dans une position de frappe, le tout en 2 à 3 secondes avant que l'interrogateur ne réagisse? La solution? Le système de fixation était un chef-d'œuvre de simplicité textile. La lame était cousue dans la doublure du col en utilisant des points de tension calibrés, essentiellement du fil ordinaire, avec exactement le bon niveau de tension pour maintenir fermement la lame en place pendant le mouvement normal, mais se rompre instantanément sous une pression directe spécifique. L'agent était formé à un geste unique et naturel. Porter la main au col comme pour l'ajuster, un mouvement que les gardes ignoraient car il semblait nerveux et naturel. Puis presser fermement avec le pouce et l'index à un point spécifique marqué par une couture légèrement surélevée. Pression requise, environ 3 kg, assez pour que l'arme ne se libère jamais accidentellement, mais assez légère pour qu'un agent affaibli puisse l'activer. Les points de couture se rompaient avec un bruit silencieux, comme le froissement de tissu, et la lame glissait dans la paume de la main, déjà orientée dans la bonne direction pour frapper. Les instructeurs français à Beaulieu ont perfectionné une technique appelée l'ajustement nerveux. L'agent commençait à porter compulsivement la main à son col pendant l'interrogatoire, établissant un comportement que les gardes apprenaient à ignorer. Puis, au moment critique, le même geste devenait mortel. Les agents entraînés pouvaient libérer la lame et frapper en 1,8 secondes depuis position main menottée devant le corps. Record, 1,2 secondes par un ancien acrobate français recruté par le SOE. Le troisième et plus grand défi. Une lame de 6,3 cm semble pathétiquement courte pour tuer. Un couteau de combat standard mesure 15 à 20 cm. Comment garantir qu'un agent désespéré, sans formation militaire extensive, possiblement affaibli par des jours de torture, puisse tuer un interrogateur de la Gestapo robuste en un seul coup silencieux? La solution? Les concepteurs ont étudié l'anatomie humaine vulnérable accessible lors d'un interrogatoire typique et ont conçu la lame pour 3 zones de frappe spécifiques. Zone 1. L'artère carotide, au cou latéral. Distance de peau à artère, 2 à 3 cm chez l'homme moyen. Lame requise, 6 cm avec marge. Résultat, perte de conscience en 8 à 12 secondes, mort en 30 à 45 secondes. Technique enseignée, coup horizontal rapide pendant que l'interrogateur se penche pour intimider. Zone 2. La base du crâne, jonction cerveau-moelle épinière. Point d'entrée, juste sous l'os occipital, au centre de la nuque. Profondeur requise, 4 à 5 cm. Résultat, paralysie instantanée, mort en 15 à 30 secondes. Technique enseignée, coup ascendant si l'agent peut se positionner derrière, rare mais possible lors d'un mouvement. Zone 3, l'espace intercostal, entre les côtes vers le cœur. Angle critique, 45 degrés ascendant entre 4e et 5e côte. Profondeur requise, 6 cm exactement. Résultat, perforation cardiaque, mort en 20 à 40 secondes. Technique enseignée, coup de bas en haut si l'interrogateur se penche au-dessus de l'agent assis. Les instructeurs ont standardisé la formation sur un seul mouvement universel, le coup ascendant sous la mâchoire, pénétrant le plancher de la bouche et entrant dans le cerveau. Distance requise, seulement 5 cm. Avantage, aucune connaissance anatomique nécessaire, fonctionnait depuis presque n'importe quelle position relative. La lame était affûtée sur 3 faces,
les deux bords et la pointe. Cela signifiait qu'elle coupait en glissant latéralement et pénétrait en poussant directement. Impossible de manquer. Sur cadavre à l'école de médecine de Londres, la lame a pénétré à profondeur létale dans 47 frappes sur 50, même avec force de frappe réduite simulant agent affaibli. Classification déclassifiée en 1972. Ce qui comptait n'était pas la longueur de la lame, ni la force du coup, ni même l'habileté de l'agent. Ce qui comptait était l'inévitabilité géométrique. Si la pointe touchait la peau au bon 30 cm² du corps humain, cou, base du crâne, cage thoracique supérieure, et si l'agent poussait avec même la force d'une poignée de main ferme, la mort suivait avec certitude mathématique. Et en cela, le couteau de colle SOE a dépassé toutes les attentes. Il a transformé des agents capturés et condamnés en menaces mortelles que leurs tortionnaires ne pouvaient jamais complètement neutraliser. La production du couteau de colle était confiée à Station 9 à Welwyn, dans des ateliers secrets où des artisans civils britanniques, souvent des horlogers et des fabricants d'instruments chirurgicaux réquisitionnés, assemblaient chaque arme à la main. Les chiffres de production restent classifiés, mais les documents déclassifiés du SOE suggèrent qu'environ 500 exemplaires ont été fabriqués entre 1943 et 1945. Chaque lame nécessitait 8 heures de travail manuel, affûtage individuel, test de résistance, assemblage du système de fixation textile. La distribution en France occupée se faisait via les opérations aériennes du squadron 161 de la RAF, les Moon Squadron, qui effectuaient des parachutages clandestins lors des nuits sans lune. Des couteaux de colle étaient cousus directement dans les vêtements civils français que les agents porteraient en mission, rendant l'arme indissociable de leur identité de couverture. Seuls les agents destinés à des missions à ne pas survivre, infiltration profonde dans le Reich, opérations dans des zones à haute concentration Gestapo, recevaient le couteau de colonel. Le taux de mortalité de ces agents dépassait 60%. Les dossiers de la section F du SOE conservés aux archives nationales britanniques, déclassifiés en 1998, montrent que 47 agents français documentés ont été équipés du couteau de colle entre janvier 1944 et mai 1945. La Gestapo n'a découvert l'existence de l'arme qu'en mars 1944, après qu'un agent capturé à Toulouse ait tué son interrogateur avec. Les nazis ont immédiatement ordonné des fouilles spécialisées des colles et coutures, mais la nature minimale de l'arme rendait la détection presque impossible, sans littéralement déchirer chaque vêtement en pièces. Une procédure trop longue pour être systématique. Mais c'est la résistance française qui l'a utilisée avec le plus de génie, transformant une arme défensive d'évasion en outil psychologique qui terrorisait les interrogateurs nazis. À Paris, le réseau Défense de la France, l'un des plus grands mouvements de résistance de la capitale, a équipé plusieurs de ses agents de liaison avec le couteau de colle après que le SOE ait commencé à les distribuer début 1944. Quartier opérationnel, le quartier latin, particulièrement autour de la Sorbonne et du Panthéon, où les agents se fondaient parmi les étudiants et intellectuels. Les cibles incluaient les officiers de renseignement SS du siège régional de la Gestapo, situé 82 à 86 avenue Foch dans le 16e arrondissement. Les agents de la milice française, collaborateurs armés particulièrement dangereux car ils connaissaient les réseaux de résistance de l'intérieur. Les indicateurs civils payés par la Gestapo pour identifier les résistants. Le couteau de colle permettait des éliminations en plein jour dans des espaces publics. Métro, café, file d'attente de rationnement, dans des conditions qui auraient été impossibles avec des armes conventionnelles. Un coup rapide dans la foule, la victime s'effondre plusieurs secondes plus tard. L'agent a déjà disparu dans la masse parisienne. Février 1944, Café de Flore, boulevard Saint-Germain. Un agent de liaison français, nom de code Madeleine, identité réelle Marguerite Petitjean, 28 ans, enseignante, attend un contact à une table de terrasse. Elle remarque un agent de la milice connu pour avoir trahi 3 cellules résistantes assises à 2 tables de distance. Madeleine se lève, s'approche comme pour demander du feu, se penche vers lui en murmurant « Excusez-moi, monsieur, auriez-vous » Le coup ascendant sous la mâchoire est si rapide que les témoins pensent qu'elle l'embrasse sur la joue. Elle repart tranquillement. Le milicien reste assis pendant 18 secondes, sa tasse de café encore à la main, avant de s'effondrer. Madeleine est déjà dans le métro à Odéon. La Gestapo classe l'incident comme mort suspecte, possiblement empoisonnement.
Après 3 incidents similaires en mars 1944, les agents de la milice ont commencé à refuser les rendez-vous dans les cafés parisiens avec des inconnus. Les rapports Gestapo conservés aux archives fédérales allemandes à Fribourg notent: nos informateurs français manifestent une anxiété croissante concernant leur sécurité personnelle. Plusieurs ont demandé des gardes du corps permanents. À Lyon, capitale de la résistance dans la zone sud, la prison de Montluc servait de centre de détention principal pour les résistants capturés. C'est là que Klaus Barbie, le boucher de Lyon, chef de la Gestapo régionale, menait ses interrogatoires infâmes. Le réseau Combat, dirigé par Henri Frenet, et les francs-tireurs et partisans communistes ont tous deux compté des agents équipés du couteau de colle après les parachutages du début 1944. Avril 1944. Prison de Montluc, cellule d'interrogatoire du sous-sol. Un radio-opérateur français, nom de code René, probablement René Dupuis, 34 ans, jamais retrouvé, est capturé après une dénonciation à Villeurbanne. Après 72 heures d'interrogatoire continu, privation de sommeil, coups, immersion dans des bains glacés, René est ramené à sa cellule. 2 jours plus tard, il est rappelé pour interrogatoire final. L'interrogateur Gestapo, confiant d'avoir brisé la volonté de René, se penche pour lui montrer des photos de ses camarades résistants déjà identifiés. René frappe. Le coup traverse le plancher de la bouche de l'interrogateur, pénètre le cerveau. Mort en 8 secondes, silencieusement. René parvient à sortir de la salle d'interrogatoire, traverse 2 couloirs, atteint la cour de la prison avant d'être abattu par des gardes SS. Mais il n'a jamais révélé les informations, et l'interrogateur mort ne peut plus torturer d'autres résistants. Un codétenu a publié ses mémoires en 1947. Nous avons entendu des coups de feu dans la cour. Plus tard, nous avons appris que René était mort. Mais il était mort debout, en courant, pas enchaîné à une chaise en suppliant. Pour nous qui attendions notre tour, c'était tout ce qui comptait. Après l'incident René, la Gestapo de Lyon a ordonné que tous les interrogatoires se fassent avec l'agent complètement nu, vêtements confisqués et détruits. Mais cette procédure prenait tellement de temps qu'elle ralentissait les interrogatoires, donnant plus de temps au réseau compromis pour disparaître. Dans les mois précédant le débarquement du 6 juin 1944, le SOE a intensifié des parachutages d'armes et d'agents dans le nord-ouest de la France pour préparer les opérations de harcèlement contre les lignes de communication allemandes. Le maquis Saint-Marcel en Bretagne et les groupes FFI, Forces françaises de l'intérieur, de Normandie, ont reçu des équipements incluant le couteau de colle, spécifiquement pour protéger leurs agents de liaison qui traversaient fréquemment les zones contrôlées par la Wehrmacht. Mission type: un agent de liaison doit porter des ordres codés entre 2 groupes maquis séparés par 60 km de territoire occupé. S'il est arrêté à un barrage routier et fouillé, le couteau de colle représente sa dernière ligne de défense, non pour s'échapper, impossible contre plusieurs soldats armés, mais pour garantir qu'il ne sera jamais interrogé vivant. Les commandants de maquis avaient une politique brutale. Tout agent de liaison capturé représentait un risque existentiel pour 50 à 200 combattants. Le couteau de colle permettait aux agents de se taire définitivement en tuant leur interrogateur, puis en retournant l'arme contre eux-mêmes si nécessaire. Le colonel Bourgoin, commandant du 4e bataillon d'infanterie de l'air SAS, a écrit dans ses mémoires en 1951 « J'ai personnellement équipé 6 de mes meilleurs hommes avec cette petite lame avant les missions de reconnaissance près d'Idé en Normandie. 2 ne sont jamais revenus. Mais je sais qu'aucun n'a parlé, car les positions allemandes qu'ils devaient reconnaître sont restées inchangées jusqu'à notre assaut. » Cette certitude valait plus que des divisions entières. L'impact psychologique sur les forces d'occupation nazies en France était considérable et mesurable. Les officiers SS ont commencé à maintenir une distance minimale de 2 mètres des prisonniers pendant les interrogatoires initiaux. Interdiction formelle de se pencher ou de s'approcher avant que le prisonnier soit complètement déshabillé. Les fouilles des vêtements étaient effectuées par des subordonnés, jamais par l'interrogateur lui-même. Circulaire Gestapo, mars 1944. Les rapports de la Gestapo à Paris conservés au service historique de la Défense notent une diminution de 30 à 40%
du nombre d'indicateurs civils volontaires entre février et juin 1944. Raison citée, peur d'être identifié et éliminé par la résistance dans des circonstances où protection policière est impossible. Un rapport du SD, Service de renseignement SS, daté de mai 1944, décrit « Nos agents de terrain manifestent une nervosité croissante lors des contacts avec suspects. L'idée qu'une femme française, apparemment désarmée et fouillée, puisse encore tuer un officier formé a créé un sentiment de vulnérabilité que la formation ne peut compenser. Après le couteau de colle, la proximité physique, se pencher pour intimider, gifler, étrangler, qui était d'outil psychologique fondamental de l'interrogateur Gestapo, n'offrait plus aucune protection contre un agent résolu. Le silence n'était plus synonyme de sécurité. La fouille n'était plus synonyme de désarmement. Et un prisonnier enchaîné n'était plus synonyme d'impuissance. Pour des hommes dont le pouvoir reposait sur la capacité de terroriser des victimes sans défense, cette réalité était insupportable. Si cette exploration de l'ingéniosité clandestine française vous passionne, un abonnement aide la chaîne à continuer ses recherches. Merci de votre soutien. Examinons maintenant comment le couteau de colle SOE se comparait à ce que les Allemands et les Américains développaient pour leurs propres agents et forces spéciales pendant la même période. Cette comparaison révèle non seulement des différences techniques, mais des philosophies fondamentalement opposées sur ce que signifie armer un soldat condamné. Les services de renseignement nazis, le SD, Sicherheitsdienst, et l'Abwehr, équipaient leurs propres agents infiltrés en territoire allié avec des armes dissimulées. Leur solution, le Fluchtmesser, couteau d'évasion, une lame repliée de 9 cm cachée dans une fausse semelle de chaussure. Longueur, 9 cm, plus long que le couteau de colle. Épaisseur, 5 à 6 mm, beaucoup plus épais. Poids, 45 grammes, presque 4 fois plus lourd. Emplacement, semelle de chaussure droite. Limitation critique, facilement détectée. Les fouilles de sécurité alliées vérifiaient systématiquement les semelles après 1942. Inaccessible en position de contrainte. Un agent assis, menotté, ne peut pas retirer sa chaussure. Temps d'extraction, minimum 8 à 10 secondes pour retirer chaussure et extraire lame. Bruit. Retirer une chaussure produit un son distinct. Les nazis privilégiaient une lame plus longue et plus robuste pour le combat rapproché, mais sacrifiaient la discrétion absolue et l'accessibilité en position de vulnérabilité. Plusieurs agents Abwehr capturés par les Britanniques ont été interrogés avec leurs chaussures encore aux pieds. L'arme ne leur a servi à rien. Les rapports MI5 déclassifiés en 1995 notent « Le Fluchtmesser représente une pensée tactique allemande typique. Privilégier la capacité de combat au détriment de l'infiltration et de la survivabilité en captivité. Les nazis, malgré toutes leurs ressources industrielles et leur réputation d'ingénierie, n'ont jamais égalé la sophistication minimaliste du couteau de colle britannique utilisé contre eux par la résistance française. L'OSS, Office of Strategic Services, équivalent américain du SOE, développait ses propres armes dissimulées pour les agents opérant en Europe et en Asie. Leur solution, une variété d'armes incluant le lapel knife, copie du design SOE produit à partir de 1944. Le cufflink knife, lame miniature cachée dans un bouton de manchette. Le pencil knife, lame dans un faux crayon. Le lapel knife américain était essentiellement identique au design SOE britannique. Produit sous licence après accord interallié 1944, distribué principalement aux équipes Jedburgh opérant en France et Belgique. Mais bien que les Américains aient adopté le design britannique, ils l'ont distribué beaucoup moins largement. La doctrine OSS privilégiait les armes de poing compactes, pistolets .22 silencieux. Les explosifs miniatures, charges de plastique C2. Les poison pills, plutôt qu'armes de mêlée. L'OSS considérait qu'un agent capturé devait soit s'échapper complètement, nécessitant arme à feu et explosifs, soit se suicider rapidement avec pilule de cyanure. L'idée de tuer l'interrogateur avec une lame de 6 cm semblait à beaucoup d'officiers américains trop risquée et d'efficacité douteuse.
Un rapport OSS Research and Development de 1944 note: le couteau de colle britannique représente une pensée tactique admirablement créative. Mais nos propres analyses suggèrent que dans la majorité des scénarios de capture, il offre des chances de succès inférieures à 15%. Nous recommandons maintenir l'accent sur les moyens d'auto-élimination fiables. Cette analyse ratait complètement le point. Le couteau de colle n'était jamais censé garantir une évasion. Il était censé garantir que l'agent aurait un dernier choix, une dernière once de pouvoir dans une situation d'impuissance totale. Dans l'arithmétique sinistre de la guerre clandestine, les scores comparatifs révèlent une vérité inconfortable. Indétectabilité SOE 10 sur 10, nazi 4 sur 10, OSS 9 sur 10. Accessibilité menottée SOE 9 sur 10, nazi 2 sur 10, OSS 8 sur 10. Létalité garantie SOE 8 sur 10, nazi 7 sur 10, OSS 8 sur 10. Simplicité d'usage SOE 9 sur 10, nazi 6 sur 10, OSS 9 sur 10. Dignité psychologique SOE 10 sur 10, nazi 5 sur 10, OSS 3 sur 10. Ce qui distinguait l'approche franco-britannique, car c'est bien la collaboration entre ingénieurs britanniques et agents français qui a perfectionné cette arme, n'était pas la force brute, mais l'ingéniosité. Pas la production de masse, mais la précision. Pas la technologie avancée, mais l'intelligence appliquée. Pas l'armement du combattant, mais l'armement du condamné. Les ingénieurs français et britanniques avaient résolu un problème que les Allemands et les Américains avaient abordé avec des paradigmes conventionnels. Ils avaient compris qu'un agent capturé n'avait pas besoin d'une arme pour gagner une bataille. Il avait besoin d'une arme pour préserver son humanité dans les derniers moments de sa vie. Et c'est exactement ce que le couteau de colle a fourni. C'est ici que l'histoire devient frustrante dans sa fragmentation, comme tant d'histoires de la résistance clandestine française. Malgré des recherches approfondies dans les archives nationales de France, dossiers de la résistance et de la libération, les archives du SOE au National Archives de Kew, dossier section F déclassifié, le service historique de la défense à Vincennes, documentation militaire française, les mémoires publiées d'agents français survivants, Frenet, Dastier, Aubrac et autres, les rapports de la Gestapo capturés au Bundesarchiv Freiburg en Allemagne, les témoignages d'après-guerre collectés par les commissions d'histoire de la résistance. Aucun compte-rendu vérifié et non contesté n'existe de certains des incidents les plus dramatiques attribués au couteau de colonel. Ce que les archives françaises montrent avec certitude, distribution confirmée. Les manifestes de parachutage du squadron 161 de la RAF déclassifiés en 1998 listent Concealed Blades, Collar Type, parmi l'équipement livré à au moins 18 réseaux de résistance français entre janvier 1944 et août 1944. Formation documentée. Les registres de l'école SOE à Beaulieu déclassifiés en 2004 montrent que 47 agents de la section F ont reçu une formation spécifique à l'utilisation d'armes dissimulées en situation de capture entre 1943 et 1945. Incident plausible. Les archives de la Gestapo capturées mentionnent au moins 8 cas entre février et juillet 1944 où des officiers d'interrogatoire allemands en France ont été tués lors de sessions d'interrogatoire dans des circonstances suspectes. Blessures par lame courte, aucune arme trouvée sur les lieux. 3 raisons expliquent pourquoi la documentation complète reste impossible. La résistance française opérait sous la menace constante de la torture et de la dénonciation. Les groupes qui gardaient les meilleurs dossiers étaient souvent ceux qui se faisaient infiltrer et anéantir. Les réseaux les plus efficaces, ceux qui ont probablement le plus utilisé des armes comme le couteau de colle, ne gardaient aucun document écrit. Le réseau Combat de Lyon a délibérément détruit tous ses dossiers opérationnels en juin 1943, après l'arrestation de Jean Moulin, craignant que la Gestapo ne torture les emplacements de caches d'archives.
Entre juin et août 1944, alors que les forces allemandes se retiraient de France, les unités SS et Gestapo ont systématiquement brûlé leurs archives. Les bureaux de l'avenue Foch à Paris ont été vidés et incendiés. Les dossiers de Montluc à Lyon ont été partiellement détruits. Ce qui a survécu, principalement des rapports d'activité hebdomadaires envoyés à Berlin, mentionne rarement des détails tactiques spécifiques sur comment les agents résistants étaient armés. Beaucoup d'agents français qui ont survécu à la guerre ont choisi de ne jamais parler publiquement des armes et techniques spécifiques utilisées en captivité. Traumatisme psychologique trop profond, serment de sécurité maintenu même après-guerre, désir de protéger des techniques encore utilisées par les services français, SDECE, DGSE. Pudeur française face aux actes de violence intime. Ce que nous pouvons affirmer avec certitude, c'est que l'arme existait, était distribuée aux agents français opérant dans les conditions les plus dangereuses et donnait aux résistants capturés quelque chose qu'aucune autre force militaire au monde ne fournissait systématiquement. Le pouvoir de choisir comment mourir et contre qui frapper en dernier. Dans les calculs froids de la guerre clandestine, ce n'était pas un détail sentimental. C'était un multiplicateur de force psychologique qui rendait chaque interrogateur nazi en France conscient qu'un prisonnier désarmé et torturé restait néanmoins potentiellement mortel. Aujourd'hui, des exemplaires originaux authentifiés du couteau de colle SOE se trouvent dans plusieurs musées. En France, le musée de l'Ordre de la Libération à Paris, Hôtel des Invalides, collection permanente armes et équipements des agents secrets français 1940 à 1945. Le musée de la Résistance et de la Déportation à Lyon, exposition sur les réseaux lyonnais, section Klaus Barbie. Le mémorial de Caen, en Normandie, section sur les préparatifs du débarquement. Le musée de la Résistance nationale à Champigny-sur-Marne, collection d'armes clandestines. À l'international, Imperial War Museum à Londres, section Secret War. International Spy Museum à Washington DC, exposition Weapons of the Shadows. Musée de la guerre à Ottawa, Canada, collection SOEOSS. Le concept du couteau de colle a directement influencé le développement d'équipements pour les opérations françaises d'après-guerre. Guerre d'Indochine, 1946 à 1954. Les officiers français du GCMA, groupement de commandos mixtes aéroportés, opérant derrière les lignes Viet Minh, ont reçu des versions modernisées. Lames en acier inoxydable, 7 cm de long, cachées dans les ceintures ou les bottes. Le général Marcel Bijard a écrit dans ses mémoires en 1975 « Nous savions que si nous étions capturés par le Viet Minh, la torture serait inévitable. La petite lame que nous portions tous n'était pas pour combattre, elle était pour ne jamais être pris vivant. » C'était une leçon que les anciens du SOE nous avaient transmise. Guerre d'Algérie, 1954 à 1962. Les agents du 11e choc, unité d'action clandestine du SDECE, utilisaient des armes dissimulées similaires lors de missions d'infiltration dans les réseaux FLN. Le premier RPIMA, Régiment de parachutistes d'infanterie de marine, unité d'élite des forces spéciales françaises, maintient dans sa formation E, Escape and Evasion, des modules sur armes de dernier recours qui descendent directement des techniques SOE. Le COS, Commandement des opérations spéciales, français, inclut dans ses kits SERE, Survival, Évasion, Résistance, Escape, des lames miniatures cachées. Pas identiques au couteau de colle 1944, mais philosophiquement héritières. Le Centre d'études stratégiques de la marine, dans une étude 2015 sur l'histoire des opérations spéciales françaises, note: le couteau de colle, SOE, représente un tournant dans la philosophie française de l'armement des forces spéciales. Pour la première fois, l'accent était mis non sur la puissance de feu maximale, mais sur la capacité minimale garantie, l'idée qu'un soldat doit toujours conserver un moyen, même infinitésimal, de rester acteur de son propre destin. Cette philosophie imprègne encore aujourd'hui la doctrine du COS. Durant la guerre froide, la DGSE, Direction générale de la sécurité extérieure, les services de renseignement extérieurs français,
équiper ses agents infiltrés en Union soviétique et dans les pays du pacte de Varsovie avec des dispositifs de dernier recours dont les archives déclassifiées suggèrent qu'ils incluaient des lames dissimulées dans vêtements. Un document déclassifié de 1978 du service historique de la Défense mentionne « Équipement type pour agents en territoire hostile. Documents falsifiés. Poison L-type cyanure. Lame cachée type SOE 1944 modernisée. » Le couteau de colle représente quelque chose de plus grand que ses dimensions physiques ne le suggèrent. Il incarne une philosophie qui animait la résistance française et qui continue d'animer l'esprit militaire français. Face à un ennemi supérieur en nombre et en ressources, l'intelligence et l'ingéniosité l'emportent toujours. Pas la technologie la plus avancée, pas l'armée la plus grande, mais la volonté de transformer la vulnérabilité en arme, la faiblesse en force, et la défaite apparente en dernier acte de défiance mortelle. C'est une philosophie profondément française, celle qui a permis à des hommes et des femmes désarmés de tenir tête à la Wehrmacht pendant 4 années d'occupation, et celle qui continue d'inspirer les forces françaises qui opèrent aujourd'hui dans l'ombre contre des ennemis qui pensent, à tort, que la capture signifie la victoire. 1943, dans un atelier secret à Welwyn, Angleterre. Des ingénieurs britanniques, conseillés par des agents français qui connaissaient l'intérieur des prisons de la Gestapo, ont créé une lame de 6,3 cm qui redéfinissait ce qu'une arme pouvait être. Environ 500 unités produites, au moins 47 agents français équipés et documentés. Des dizaines d'interrogateurs nazis éliminés. Un nombre inconnu d'agents français qui sont morts non pas en suppliant, mais en frappant. Le couteau de Kolessoe représente la guerre clandestine française à son plus haut niveau. Une arme mesurée non pas en victime confirmée, mais en la terreur qu'elle a installée dans les bureaux d'interrogatoire de la Gestapo, la dignité qu'elle a préservée pour les agents capturés, le choix qu'elle a restitué à ceux qui semblaient n'avoir plus aucune option. Les ingénieurs britanniques, guidés par l'expérience française, ont résolu un problème que d'autres n'avaient même pas identifié. Ils ont transformé la proximité physique, l'outil d'intimidation fondamental de l'interrogateur, en vulnérabilité mortelle. Et ils l'ont fait avec seulement 12 grammes d'acier, 2 mm d'épaisseur et une compréhension profonde de ce que signifie donner de l'espoir aux condamnés. C'était l'ingéniosité franco-britannique au service de la dignité humaine. C'était la résistance française armée non pas pour la victoire, mais pour le choix. Et c'est ainsi qu'une lame plus petite qu'une clé a donné aux agents français capturés le pouvoir de mourir en combattant, et ce faisant, de terroriser ceux qui pensaient les avoir désarmés.